Madame la présidente de l'AMSES, Madame la présidente de l'URML, Monsieur le professeur Félichel, Madame notre maître de la cérémonie, Mesdames et Messieurs, chers congressistes, chers amis, c'est avec un très grand plaisir que je vous accueille en Martinique pour ce 3e congrès de médecine environnementale. Merci de votre invitation, Madame la présidente. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve ici, même si ma contribution n'est que très faible. Je voulais féliciter tous ceux qui ont organisé qui vous ont aidé à organiser cette réunion pour qu'elle soit véritablement une réussite. Je voulais aussi remercier tous les collègues venus d'ailleurs pour nous faire profiter de leur expérience et partager leurs connaissances. Mesdames et messieurs les organisateurs, vous avez choisi des intervenants de qualité pour cette conférence. Mais vous avez choisi des thématiques particulièrement intéressantes qui nécessitent véritablement qu'on s'y arrête et qu'on échange. Et je ne suis pas inquiet de ce qui va se passer durant ces 2 journées concernant ces conférences. Je souhaite que nos travaux soient fructueux. Je souhaite que nous partions tous enrichis. Vous avez mis les facteurs environnementaux au centre de la discussion. Je pense que ce n'est pas un hasard. Vous aviez bien compris que même si la médecine a fait d'énormes progrès ces 5 dernières décennies, et je pourrais citer l'arrivée de la stéréoscopie en médecine, l'arrivée de l'informatique en médecine, l'arrivée d'Internet en médecine, il y a tellement de choses qu'on peut évoquer pour faire comprendre véritablement que notre médecine a évolué. Et malgré tout cela, vous avez compris qu'il y a d'autres facteurs, des facteurs moins connus, moins bien connus, ou des facteurs qui sont encore oubliés, qui interviennent dans le déterminisme de certaines maladies. Et la connaissance du déterminisme des maladies est fondamentale pour pouvoir les traiter. Alors, on ne traite pas une maladie, parce que on a nos anciens patrons. Je me sens encore jeune, je dis nos anciens patrons. J'ai blanchi mes cheveux pour être un peu plus sérieux, c'est pour cela. Je suis tout jeune. Donc, nos anciens patrons nous disaient que, je me rappelle très bien qu'ils traitaient une hypertension artérielle. Ils traitaient une endométriose. On ne traite pas une endométriose, on ne traite pas une hypertension artérielle, on traite un individu, on traite un patient, une patiente qui a une pathologie dans son environnement socio-psychoculturel, et c'est fondamental. Si on n'a pas pris tous les facteurs pour la prise en charge, eh bien, on n'y arrivera pas. On va avancer certes sur certains axes, mais les autres seront oubliés. Certaines questions jusque-là sans réponse peuvent trouver leur explication dans l'interaction entre les individus et l'écosystème, entre les individus et leur environnement, délétère quelquefois, ou au contraire bienveillant. Ce congrès viendra éclairer les zones d'ombre et apporter quelques réponses, mais les inconnus persisteront, et ceci nous oblige, nous médecins, nous personnels paramédicaux, à faire preuve de grande humilité dans l'exercice de notre profession. Si la carte génétique d'un individu est établie depuis la fusion des gamètes, les facteurs extérieurs, les facteurs environnementaux, les facteurs épigénétiques peuvent modifier le comportement de cet individu. Cela explique pourquoi 2 jumeaux homozygotes, 2 vrais jumeaux, qui ont le même génome, qui ont le même capital génétique, ont une évolution tout à fait différente dans leur vie. Peut-être pas très tôt, parce que très tôt, les facteurs épigénétiques n'ont pas encore réussi à percer le secret du génome. Mais au fil des années, le secret est percé et on voit 2 sœurs jumelles, 2 frères jumeaux qui évoluent de façon différente due aux facteurs extérieurs à la génétique. Vous évoquez dans le programme les pesticides. Et vous savez que le chlordécone continue à défrayer les chroniques. Nous avons eu récemment un aperçu à l'Assemblée nationale. Faisons attention. Et je crois qu'on est là pour ça aussi. Faisons attention à ne pas être dogmatiques. Faisons attention à ne pas confondre un facteur de risque
à une cause de maladie. Il y a très peu de causes d'une maladie, sauf peut-être pour le cancer du col de l'utérus, où le virus HPV est la cause. Donc, nous devons, l'amalgame est souvent fait par les non-connaisseurs en ce qui concerne le chlordécone. Il n'est pas à lui seul capable d'entraîner une maladie. C'est un facteur prédisposant, c'est un facteur associé. Il peut aider certaines maladies à s'exprimer, mais à lui seul, c'est pas la cause. Nous avons un devoir de réserve, car la médecine est loin d'être une science exacte, et on peut alimenter des propos politiques, vous avez bien compris, qui peuvent quelquefois faire du tort à notre médecine. Donc, travaillons sur l'environnement, mais soyons vigilants, ne soyons pas dogmatiques. Vous évoquez aussi l'utilisation des plantes de notre pharmacopée. Il est vrai que de nombreuses molécules sont retrouvées dans les plantes, dans les fruits que nous consommons au quotidien, dans les plantes qui nous entourent, dans les arbustes qui nous entourent, et qui ont été à la base même des traitements qu'ont utilisés nos parents et nos arrière-grands-parents. Mais si nous faisons une place de plus en plus importante à notre pharmacopée, tout est à notre honneur, mais il ne faut pas oublier que c'est bien grâce au progrès de la science que l'espérance de vie est ce qu'elle est maintenant. Savez-vous que au milieu du XVIIIe siècle, l'espérance de vie était de 25 ans. En fin du XVIIIe siècle, elle était de 30 ans. 1810, 37 ans. 1900, avec la vaccination contre la variole, 45 ans. Et puis après, avec les campagnes de vaccination, après la prise en charge des cancers et puis les maladies cardiovasculaires, l'espérance de vie a augmenté progressivement pour arriver actuellement. Devinez à combien nous sommes actuellement. Nous sommes à 79 ans plus 4 mois pour les hommes, 2016, 85 ans plus 4 mois pour les femmes. Donc, nous avons fait beaucoup de progrès. L'élément fondamental maintenant, comment nous vivons en étant âgés. C'est ça justement la question actuelle. Il faut qu'on vive peut-être longtemps, mais bien. Et le congrès que vous faites aujourd'hui, c'est un congrès particulièrement important qui va poser vraiment ce problème-là aussi. Même si ce n'est pas vraiment posé pour ce congrès, mais nous allons vers cette orientation pour que demain nous vivions longtemps, mais bien. Et Madame Dispan disait qu'elle était médecin aussi morphologique et anti-âge, et nous avons ce diplôme d'université, ce diplôme interuniversitaire que je coordonne. Je ne suis pas souvent là, mais que je coordonne quand même. Et je peux dire qu'on a déjà pris l'engagement de faire en sorte que les personnes vieillissent mieux qu'avant. Voilà, donc faisons attention à ne pas extraire d'une plante, d'un fruit, un produit miracle qui va mettre à mal tout le travail qui a déjà été fait. Nous connaissons les effets mode, et vous avez tous vécu dans nos îles le noni, l'histoire du noni qui traitait tout. Et j'ai même suivi un congrès il y a quelques années, quand la première sortie que nous avons faite avec Luc Multinier, qui est quand même le pape des pesticides dans nos îles. Notre première sortie, c'était à Pointe-à-Pitre, au niveau du palais des congrès de Pointe-à-Pitre, et quelqu'un avait dit qui était là pour le congrès, avait dit qu'il fallait tout arrêter les antibiotiques, arrêter les anticoagulants, arrêter les antidiabétiques, et vous devenez des montagnards. Et quand nous avions voulu prendre la parole, Luc Multinier et moi, on a été attaqués de plein fouet parce qu'on n'allait pas dans le même sens que ces personnes qui pensaient qu'il fallait être dogmatique. Quand on trouve une plante, on trouve un produit, eh bien c'est ce produit qui traitait tout et il fallait oublier le reste de la médecine. Je dis que non, nous sommes complémentaires. Nous sommes complémentaires et ce que nous faisons ici, ce que vous allez faire, est complémentaire de ce qui a déjà été fait. Donc le moment est véritablement arrivé pour valoriser nos produits, les produits de notre pharmacopée, mais pour cela, il faut franchir plusieurs étapes. Et il faut prendre beaucoup de temps. Quelquefois, c'est même décourageant. Il y a plusieurs étapes à franchir pour qu'un médicament ait l'autorisation de mise sur le marché. Il y en a parmi dans la salle qui sont certainement plus scientifiques que moi, qui sauront mieux vous le dire, mais
il y a la recherche exploratoire, il y a les études précliniques et des tests toxicologiques à faire, il y a la recherche clinique qui est médiée par la loi Hurier du 20 décembre 1988. Puis la mise sur le marché. Vous voyez que c'est très très long, mais je pense que nous devons quand même commencer à le faire. Quand nous sortons un produit qui nous semble actif, un produit qui nous semble intéressant, in vitro, il faut qu'on arrive à faire le circuit pour que notre produit soit mis sur le marché dans les mêmes normes que les produits chimiques. Il faut que nous y intéressions aussi. Il ne s'agit pas de décourager ceux qui travaillent sur une phytothérapie spécifique, telle notre phytothérapie tropicale, mais je voudrais tout simplement dire que nous avons dans notre université, et là c'est le président de l'université qui parle, nous avons de notre université d'excellents chercheurs qui peuvent aider à cette médecine fondamentale de voir le jour. Cela veut dire les premiers tests in vitro, puis la méthodologie pour que ces médicaments puissent évoluer. Nous devons aller au-delà des constatations, quelquefois empiriques. Moi, je sais que ma mère a toujours utilisé ses tisanes et ses thés. Moi qui suis devenu légèrement scientifique, quand je lui demande, mais quelle est la posologie? Combien de feuilles que tu dois mettre? Elle ne sait pas, elle met. Mais je me dis, autant qu'on prend un comprimé d'aspirine, ça se passe très bien, mais si on en prend 10, on peut perforer notre estomac. Et je me dis que ça peut être la même chose pour les produits que nous utilisons, pour lesquels nous n'avons pas encore de principe, nous n'avons pas encore de méthodologie, nous n'avons pas encore de posologie. Et ça, c'est important. Il faut travailler sur ces informations. C'est très important. Il ne s'agit pas de stopper l'utilisation de nos produits, des produits connus, des produits que nous avons utilisés, des produits de notre pharmacopée. Mais je pense qu'il ne faut pas être dogmatique, je l'ai déjà dit. Il faut les utiliser à bon escient et quelquefois de façon complémentaire. Ce 3e congrès de médecine environnementale est l'occasion de revenir sur certains acquis. Et j'ai vu qu'il y a des exposés sur la physiopathologie, de manière à mieux adapter notre prise en charge thérapeutique. C'est aussi une manière d'interpeller l'environnement, de son rôle dans la survenue de certaines maladies, et indirectement l'homme dans sa pratique quelquefois dangereuse pour la santé humaine. Et je pense que là aussi, quand on parlera de chlordécone, on verra la dangerosité de nous-mêmes, nous les hommes, nous qui avons utilisé ces produits. Face à une évolution effrénée, vous avez bien compris que notre médecine va très vite. Face à un déferlement de technologies, je vous en ai parlé, il y a eu même une tentative de mettre la médecine sur Internet. Je pense qu'il faut être prudent, il faut qu'on soit extrêmement vigilant pour défendre notre médecine. Nous sommes des médecins, nous devons garder notre objectif. Nous traitons des êtres humains et nous devons avancer avec le doute. Toujours le doute, clé d'un savoir révisé et réactualisé. Je pars toujours du principe que je ne connais pas grand-chose. Chaque jour, j'apprends. Chaque jour, je m'améliore. J'apprends au contact des étudiants. J'apprendrai à votre contact. Nous apprendrons en contact des uns et des autres. Et nous allons avancer ensemble. Merci beaucoup.